Donc, je suis donc Miguel Membrado, Chief Digital Officer de TS Global, et puis je suis aussi l'ancien directeur du numérique de l'Université Paris-Dauphine PSL. Et à ce titre, on a pu expérimenter déjà, bien entendu, l'application de l'intelligence artificielle dans la pédagogie, et je vous en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. Alors, l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde n'entend plus que ça depuis en particulier 4 mois, c'est-à-dire le 30 novembre 2022, très précisément, avec l'arrivée et le lancement de ChatGPT par la société OpenAI. C'est un bouleversement, je vais revenir bien entendu dessus tout à l'heure. J'aurais peut-être même pas fait le même exposé avant novembre que celui que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on va voir une vraie révolution. Et ChatGPT, d'ailleurs, est la première application au monde à avoir atteint 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Donc c'est absolument incroyable l'engouement qui est suscité, et on va voir pourquoi. Alors j'ai fait comme beaucoup de gens, hein, j'ai demandé à ChatGPT de préparer ma présentation. Voilà. Donc vous avez le plan, vous avez tout là. Donc je ne me suis pas fatigué trop. Alors au début j'avais demandé 10 slides, comme je trouvais que c'était un peu trop, j'ai demandé finalement 6 slides, donc il m'a bien résumé. Et c'est pertinent, hein. Alors bon, il y a quand même beaucoup de détails à creuser derrière, mais on peut lui demander en fait, hein, tous les détails aussi. Donc, voilà. Mais bon, comme j'ai un peu de libre arbitre encore, je me suis dit, je vais quand même prendre mon plan, et je vais d'abord commencer par un petit historique de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important de positionner en fait les choses. Alors il se trouve que j'ai un doctorat en intelligence artificielle en fait. En 89, hein, donc c'est un peu ancien. Mais c'était très à la mode à l'époque, très très à la mode. Système expert, IA symbolique, et malheureusement, les puissances de calcul n'étaient pas là. La masse de données que nous avons maintenant grâce à Internet, il n'y avait même pas Internet encore, n'était pas là. Vous voyez. Et donc, eh bien, il s'en est suivi une période glaciaire, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, jusqu'en 2010. Et 2010, eh bien, les réseaux de neurones, qui en 89 c'était tout le début, les réseaux de neurones en 2010 avaient atteint leur, enfin pas leur apogée parce qu'ils sont en train d'exploser complètement, mais le niveau nécessaire pour dépasser en fait l'IA symbolique. Et les premiers champs d'application, en fait, on les connaît tous, parce qu'ils sont déjà depuis presque 15 ans, donc dans notre vie quotidienne. La reconnaissance de forme, la reconnaissance faciale, la conduite autonome, qui va s'améliorer, et si vous avez des... Enfin, je ne vais pas citer de marque, mais certaines voitures qui l'ont déjà, vous l'utilisez presque au quotidien. La prédiction de panne dans le monde industriel, c'est massif. Vous l'avez même intégré dans vos puces, en fait, de tous vos smartphones. Il y a des modules d'intelligence artificielle intégrés dans les CPU directement pour être complètement efficaces. Donc en fait, on l'a déjà partout. Et bien entendu, eh bien, dans le monde de la pédagogie, on ne s'est pas gêné, bien entendu, pour commencer à l'implémenter. Donc ça a été d'abord avec la mise en œuvre de toute la digitalisation de parcours de formation, les LMS, les MOOC, etc. On a pu générer des learning analytics, donc de la matière, de la donnée pour, bien entendu, traiter toute cette information-là. Mais bien entendu, on est allé plus loin. Ensuite, c'est avec les smartphones en particulier et les dernières recherches en neurosciences, ça a été tout ce qui est ancrage mémoriel qui est arrivé. Donc ça a été beaucoup de startups d'ailleurs qui ont complètement explosé dans le domaine des langues, dans ce domaine-là, grâce à ces applications, la collecte de nombreuses données aussi massives grâce à ces applications, et puis l'adaptive learning, hein, la capacité à adapter votre parcours d'enseignement grâce à vos propres résultats pour être plus optimisé. C'est ce que l'on fait d'ailleurs aussi chez ETS sur les tests de langue. Donc déjà, des grosses applications dans ces domaines-là. Mais revenons à ChatGPT, et en fait, ce qu'on appelle les Large Language Models, LLM. Et ChatGPT, GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est 2017 le point de bascule. 2017, c'est la théorie des Transformers qui est arrivée, et qui a permis justement toute cette nouvelle génération d'outils. Et qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui change par rapport à avant? C'est ces deux notions. Nous attaquons le langage et le raisonnement, la logique. Et ça, c'est totalement nouveau. C'était impossible avant. Alors, il se trouve que mon doctorat était justement sur le langage, NLP, Natural Language Processing. Mais c'est inimaginable. Moi-même, je suis complètement bluffé par ce qui est en train d'arriver. Parce que c'est un saut quantique, c'est un véritable saut quantique. Bill Gates le compare à l'arrivée des PC, des personal computers. Il y a un avant et après, il se trouve que je l'ai vécu aussi, l'avant et après. Et là, c'est pareil, il y a un avant et un après
parce que ce que nous allons pouvoir voir arriver sur le marché est absolument colossal. Alors, GPT sort son GPT-4, il est déjà sorti d'ailleurs le 14 mars, qui augmente encore la barre. Bien entendu, d'autres sociétés ont aussi des large language models équivalents, mais c'est des sociétés, alors c'est genre Meta, Google, etc., parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire tourner tous ces modèles, pour les entraîner, pour les faire tourner ensuite. Ça se compte en centaines de millions de dollars. Donc il faut avoir du capital. D'ailleurs, les États sont un peu largués par rapport aux entreprises privées, parce que justement, il faut énormément de ressources pour arriver dans ces domaines-là. Alors, qui est aussi un vrai saut quantitatif, c'est que c'est dans la vie quotidienne, notre vie quotidienne, que tout cela va commencer à être appliqué tout de suite. Microsoft et Google vont intégrer, et ce n'est pas dans des années, c'est dans quelques semaines ou quelques mois, ils ont tous les deux fait déjà l'annonce, Microsoft a déjà des démonstrations, dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, vous allez avoir directement ces moteurs-là intégrés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir converser, demander à votre PowerPoint de vous générer les 10 slides automatiquement à partir des réunions que vous avez faites sur tel et tel sujet précédemment, qui ont été enregistrés, ou à travers des rapports d'études ou des documents que vous avez déjà dans un dossier, vous allez lui donner le dossier, vous allez pouvoir lui faire générer des emails automatiques, etc., etc. Donc c'est absolument colossal, et c'est un peu là, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer au personal computer, c'est la démocratisation en fait de l'intelligence artificielle et de ses capacités pour tout un chacun, donc au niveau du grand public. Et ça, c'est absolument complètement nouveau, et c'est pour ça que c'est un véritable saut quantique. Alors, IA et pédagogie. Donc, je vais vous illustrer ça par rapport à deux retours d'expérience, enfin plutôt un retour d'expérience qui est celui de Dauphine, et un autre, pas retour d'expérience, mais qu'est-ce que nos laboratoires à ETS, maison mère, vous savez qu'il y a 1000 chercheurs, enfin vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, il y a 1000 chercheurs, c'est un énorme centre de recherche, ETS, dans tous les domaines psychométriques essentiellement, mais il y a aussi un laboratoire, les AI Labs, de 150 chercheurs en intelligence artificielle. Et donc, ils sont aussi en train de préparer justement tout le futur en intégrant toutes ces technologies-là depuis déjà de nombreux mois pour les voir intégrer dans nos différents produits. Alors, déjà, l'expérience de Dauphine. Donc, dès 2018, en fait, parce que bon, j'avais aussi déjà fait des travaux de recherche dans ces domaines-là avant avec d'autres équipes, on a pu expérimenter, et c'est devenu un vrai produit, il tourne toujours, et puis il est même dupliqué dans beaucoup d'universités maintenant, tellement il a connu de succès, des récompenses, etc. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour accompagner un étudiant, détecter ses points forts, ses points faibles, et surtout ses lacunes, donc ses points faibles, pour l'aider à mieux réviser et s'assurer qu'il va réussir au mieux son parcours d'apprentissage. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place, donc à partir de la digitalisation des parcours, bien entendu, dans les LMS, par exemple, là, c'est un LMS qui était utilisé, à partir de QCM, des QCM d'auto-évaluation pour passer d'un chapitre à l'autre que l'enseignant avait préparé, eh bien, on a pu analyser avec un moteur d'intelligence artificielle, détecter ces points faibles, pouvoir l'envoyer sur des révisions, recommander, par exemple, d'aller réécouter les 5 minutes parmi les 2 heures de cours qui parlent du concept sur lequel il a une lacune, d'aller regarder des ressources vidéo, parce qu'on a aussi détecté qu'il était plus visuel que capable de retenir en lisant des textes, ou le contraire si c'est quelqu'un qui est d'une autre nature, et donc de vraiment personnaliser en fait le parcours d'apprentissage au maximum. Et on faire ça en plus sur des larges cohortes, donc des licences par exemple de 600 personnes. Donc un enseignant ne peut pas individualiser son cours, c'est absolument pas impossible pour 600 personnes. Là, on peut le faire. Et on peut même on avait implémenté de chatbots également qui tournent toujours, et c'est extrêmement intéressant. Et surprise par contre, parce que ça on ne l'avait pas prévu, on s'est rendu compte que grâce au moteur d'intelligence artificielle aussi, on était capable d'analyser la qualité du parcours, ou disons l'efficacité du parcours pédagogique que l'enseignant avait organisé. Et on se rend compte que peut-être, et on a eu des vrais cas comme ça, que tel concept, il valait mieux le voir avant tel autre concept dans le parcours d'enseignement, parce que ça garantissait un résultat bien meilleur pour les étudiants derrière. Donc un vrai feedback pour l'enseignant qui se retrouve donc en position effectivement de pouvoir optimiser son cours et d'avoir donc une véritable rétroaction pour lui-même. Donc les deux parties, étudiants et enseignants, bénéficient
complètement de ces avantages, et c'est absolument extraordinaire également comme retour. Alors, maintenant, les résultats de recherche et les travaux en cours également chez les AI Labs de ETS. Ils sont très intéressants et je les ai divisés en deux grandes catégories. D'abord, concentrons-nous sur les sources de données. À quoi avons-nous accès maintenant pour justement pouvoir appliquer d'abord les modules d'intelligence artificielle et deuxièmement, pouvoir modifier ou faire évoluer nos œuvres pédagogiques, aussi bien en tant qu'étudiant qu'en tant qu'enseignant. Alors, il y a trois grandes catégories de sources. Le langage, bien entendu, et donc, comme on l'a vu avec les LLM et ChatGPT en particulier, enfin GPT-4 et successeurs, on est en capacité de traiter ça comme jamais avant. Donc, capacité à, bien entendu, la grammaire, le style, le niveau même que l'on peut déterminer, et également toutes les petites... alors, ça peut être de l'écrit, mais ça peut être de l'oral, hein, les intonations, l'accent, etc. Donc, on est vraiment dans de la précision extrême pour analyser le langage déjà en tant que tel. Deuxièmement, le comportement. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo d'une personne interviewée, donc il y a une application par exemple qu'a lancée ETS qui s'appelle Authentique, qui permet de se préparer à des interviews professionnelles, des entretiens professionnels, eh bien il va vous détecter votre langage corporel. Il va vous détecter vos tics de langage, il va vous détecter si vous êtes concentré à regarder les yeux droit dans les yeux de votre interlocuteur ou si vos yeux naviguent un petit peu partout, ou si vous bougez la tête sans arrêt ou votre corps un peu trop parce que ce n'est pas correct. Et il va vous envoyer ces recommandations en temps réel, enfin après une phase d'analyse, pour vous aider. Donc ça, c'est aussi de la source de données qui est complémentaire à celle du langage. Et puis, cette troisième dimension qui est le raisonnement, qui est là aussi avec des niveaux maintenant que l'on va pouvoir atteindre, qui est complètement différent d'avant. Donc ça peut être la qualité d'argumentation, ça peut être la qualité de raisonnement, ça peut être la qualité de pensée critique que vous êtes capable de développer. C'est ça que l'on peut réellement analyser maintenant. Ça peut être la capacité à effectivement avoir une pensée innovante. Et donc, tous ces domaines-là sont complètement atteignables parce qu'on peut maintenant capter ces sources de données. J'avais oublié de dire d'ailleurs tout à l'heure sur ChatGPT, et c'est Large Language Model, c'est que quelque chose de fondamental, je ne sais pas si vous le savez, ils sont capables de générer du code informatique dans les langages informatiques. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a une logique, c'est-à-dire qu'ils peuvent transformer une phrase, un objectif que vous avez donné, en code informatique. On peut même leur demander de débugger, de corriger le code, de l'améliorer, et ils le font. Donc il y a vraiment une capacité de raisonnement, et on est en capacité, grâce à ces langages Large Language Model, d'aller dans cette direction d'analyse. Alors, tout ça, pour quoi faire? Eh bien, au niveau de l'interaction avec l'utilisateur, avec l'étudiant, vous savez qu'un apprentissage, il faut être... le meilleur apprentissage, c'est être actif, c'est engagé, engagement en anglais, c'est impliquer l'apprenant encore plus et de plus en plus que ce que l'on peut faire, et plus on le fait, mieux c'est bien entendu pour lui. Et là, on a trois champs qui sont très intéressants et complémentaires. Donc, le premier, c'est qu'on est en capacité d'évaluer en temps réel le niveau d'une personne. Parce que justement, tous ces modèles-là vont permettre à tout moment que quelqu'un est en train de produire, vous êtes en train de rédiger vos emails, vous êtes en train de répondre à certaines questions, eh bien, vous êtes en train de parler, si c'est enregistré, automatiquement, ces modèles peuvent analyser votre niveau. Où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de compétence? Donc ça, c'est déjà un premier point fondamental. Et vous envoyez des rétroactions également en temps réel. Ça, vous avez pu l'expérimenter, alors à petite échelle pour l'instant, quand vous écrivez un email, et ces systèmes d'email qui vous complètent la phrase automatiquement, très souvent, c'est assez pertinent et ça va encore s'enrichir. Donc, c'est le type d'interaction en temps réel que vous pouvez avoir. Deuxièmement, c'est la capacité à personnaliser. Alors, ça va être la capacité à vous positionner en fait dans un parcours d'apprentissage et des objectifs à atteindre. Et grâce à ce positionnement, eh bien, vous envoyez des recommandations ciblées pour vous améliorer dans cet objectif-là. Et ça, c'est aussi fondamental, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être accompagné. Et ça, quasiment en temps réel. Et puis, le troisième domaine, c'est, bien entendu, l'interaction maximale, c'est-à-dire pouvoir déjà vous générer des items automatiquement pour des mises en situation.
C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des humains qui vont créer des mises en situation, des jeux de rôle, etc., pour pouvoir vous positionner ça dans vos parcours d'apprentissage. Non, ça va pouvoir être... plus on crée de mises en situation, mieux c'est, bien entendu, pour varier les choses. C'est également des vrais outils conversationnels où je peux vraiment converser, avoir une... vous savez que ChatGPT aussi, c'est un très bon exemple, mémorise en fait ce que vous avez fait et vous pouvez continuer à converser et il vous répond dans le contexte de ce que vous aviez déjà fait avant, etc. Donc des vrais outils conversationnels. Et puis, un dernier élément, c'est bien entendu la possibilité aussi d'être immergé dans de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, en tout cas si le contexte d'apprentissage est adapté à cela. Alors pour conclure, eh bien oui, l'IA dans la pédagogie et cette nouvelle génération d'IA va révolutionner en fait le monde. Alors il faut se l'approprier, c'est les enseignants aussi, c'est un gros travail. Chez les étudiants, ça peut aller assez vite aussi, mais il faut arriver à coupler les deux, c'est fondamental. Et puis bien entendu, se posent de nombreux challenges. Donc là, je ne vais pas les aborder, mais vous entendez parler aussi sûrement de cela. Il y a même des pétitions actuellement par de grandes personnalités qui ont cours sur un moratoire, sur l'arrêt des travaux d'intelligence artificielle, tellement ça fait peur parfois, mais ça semble assez peu réaliste et applicable, puisqu'il y a des enjeux géopolitiques, économiques massifs, en fait. Ce n'est pas parce que nous, on a décidé d'arrêter que d'autres pays, Chine, Russie ou autres, vont s'arrêter, ou pareil pour telle société qui s'arrêterait, pas telle autre. Donc, c'est impossible, en fait. Donc, au contraire, il faut continuer la recherche, réguler, le faire dans un cadre le plus éthique possible, bien entendu, et mettre en place aussi donc tous les garde-fous, régulation au niveau des États si c'est possible. Et donc, il faut à la fois développer la recherche dans l'IA telle qu'elle est en train de développer, ça avance à toute vitesse, et en même temps contrôler et mettre en place aussi la recherche nécessaire pour s'assurer que l'on maîtrise à peu près tout ce qui est en train d'arriver, puisqu'on est en train de prédire que l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire proche, ou quasiment équivalente à l'intelligence humaine, pourrait finalement arriver dans pas si longtemps que ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, Miguel.